Bienvenue sur Work in Progress. Moi, c'est Mathieu et chaque semaine, j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun de nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode, vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Nous sommes ce que nous faisons à répétition. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. C'est pas moi qui le dis, c'est Aristote. Mon invité pour cet épisode, Onur Karapinar, est l'auteur du best-seller Petites habitudes, grandes réussites, 51 pratiques inspirantes pour devenir la meilleure version de soi-même. On revient sur plusieurs notions et clés d'action. Les intérêts composés, la différence entre habitude et routine, comment mettre en place une nouvelle habitude, comment vaincre la vallée du désespoir pour la tenir dans le temps, comment casser une nouvelle habitude, et enfin les meilleures habitudes à prendre dans les domaines santé, relations, développement personnel, productivité. Prenez de quoi noter, c'est hyper concret. Onur, bienvenue. Merci. C'est parti pour cet épisode sur les habitudes que je voudrais démarrer par une image. Il y a une règle en aviation qui s'appelle la règle du 1 sur 60. Si un pilote, en gros, se plante de 1 degré sur la trajectoire de l'avion dévie de 1 mile tous les 60 miles. Et donc, sur un trajet de plusieurs milliers de kilomètres, en gros, une petite erreur peut amener l'avion dans une toute autre destination. C'est un peu pareil avec les habitudes. Les petits changements d'habitude comme ça n'ont pas l'air de faire la différence à court terme dans nos vies. Et pourtant, c'est eux qui ont le plus gros impact sur notre trajectoire, sur notre succès à long terme. Et c'est d'ailleurs ces petites habitudes aussi, en tout cas, c'est par ces petites habitudes qu'on définit notre identité, la personne qu'on est vraiment. Donc, c'est assez profond finalement. Et le problème, c'est que c'est d'un autre côté super dur en fait de les mettre en place et de les tenir dans le temps. Et donc, Onur, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même laisser te présenter. Alors, merci Mathieu pour cette invitation. Alors, pour me présenter très brièvement, donc je m'appelle Onur Karapinar, j'ai 31 ans. Alors, je suis principalement, on va dire, un petit peu reconnu pour avoir écrit un ouvrage qui s'intitule Petite habitude, grande réussite, 51 pratiques inspirantes pour devenir la meilleure version de soi-même. C'est un livre que j'ai publié le jeudi, enfin qui était sorti aux éditions Erol le jeudi 7 mars 2019. Et c'est un ouvrage en fait dans lequel j'ai voulu partager des habitudes saines dans plein de domaines que j'ai estimés essentiels, à savoir la productivité, la santé, le développement personnel et les relations sociales, afin de permettre à tout à chacun de pouvoir s'approprier des habitudes saines et de se conditionner objectivement dans des conditions de réussite sans dépendre de la motivation, qui est très souvent un frein lorsqu'on veut prendre des bonnes habitudes. Donc là, c'est un ouvrage qui est donc best-seller, qui s'est vendu à plus de 15 000 exemplaires, qui est aussi disponible en russe et en langue et en audio aussi. Et à côté de ça, en fait, j'ai aussi, alors je suis un solopreneur, c'est-à-dire un peu un entrepreneur indépendant qui repose que sur soi-même. En fait, j'ai testé plusieurs modèles d'affaires, plusieurs produits, plusieurs services. Mais là, actuellement, j'accompagne des dirigeants ou des experts sur LinkedIn à trouver des clients et à développer leur visibilité grâce à la création de contenu. Et à côté de ça, j'ai aussi parfois j'avais aussi un produit qui résumait un peu des ouvrages. Voilà, j'ai un peu testé pas mal de choses, des comités d'entrepreneurs aussi à un moment donné. Enfin bref, une formation en ligne. Et là, actuellement, je suis en train de travailler sur une formation sur ChatGPT. Je me suis beaucoup intéressé à l'IA ces derniers temps parce que j'ai estimé que c'était vraiment un sujet en fait passionnant et qui amène aussi son lot d'interrogations sur l'avenir et comment on peut aussi en tirer le meilleur. Parce que je vois vraiment l'IA comme étant un régulateur d'inégalité, enfin si c'est bien exploité. Voilà un peu pour me présenter, donc auteur, solopreneur principalement, voilà. Et puis j'ai aussi une newsletter qui s'appelle la Minute Solopreneur, que je n'ai plus écrite depuis maintenant 3 mois, je reconnais, mais voilà, c'est une newsletter qui en fait concrètement, ouais c'est vrai, parce que mais c'est l'avantage d'une newsletter gratuite, c'est que t'es pas contraint, en fait, tu t'écris quand tu veux. Mais ça, je pourrais peut-être y revenir aussi un peu justement sur le travail, pourquoi j'ai décidé de plus trop l'alimenter ces derniers temps, mais voilà un peu pour me présenter tout simplement, créateur de contenu, solopreneur et auteur d'un best-seller. C'est balèze, c'est impressionnant. Merci Onur pour la petite présentation. J'imagine que pour faire tous ces projets, et notamment pour écrire un best-seller, ça demande de mettre en place une certaine discipline, de se fixer des habitudes d'écriture notamment, dans le cas de l'écriture d'un livre. Je voulais démarrer par ça en fait, quelle est ton expérience personnelle avec la mise en place d'habitudes? Et je voulais savoir si pour toi, quel avait été le déclic en fait? Comment ça avait transformé ta vie? Pourquoi tu étais venu sur ce sujet-là à un moment? Il a dû forcément se passer quelque chose. Bien sûr. En fait, ça remonte à 2016, quand j'ai commencé à écrire sur Internet en mars 2016. En fait, j'étais vraiment un peu au fond du trou, j'étais vraiment dans l'embarras, j'avais accumulé une succession d'échecs personnels et professionnels dans ma vie. Et forcément, quand tu traverses une période difficile, tu as
plusieurs manières, on va dire, d'y répondre. Tu peux te plaindre ou tu peux décider d'agir. Et en fait, au départ, je m'étais beaucoup plaint, forcément. J'étais un peu impuissant, j'étais vraiment fragile, faible. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu assez, comme une sorte d'instinct de survie qui m'a poussé en fait un peu à écrire. Je sais pas, j'ai trouvé ça étrangement thérapeutique. Et en fait, j'ai voulu partager mes réponses à des questions que je me posais à l'époque, à savoir qu'est-ce qui faisait la réussite des gens euh, dans le domaine de la vie pro et perso. Et donc, j'ai spontanément commencé à lire, alors qu'en fait, je ne lisais quasiment pas à l'époque, enfin, voire très peu. Et en fait, je sortais à l'époque aussi d'une période qui s'appelait, enfin, d'une aventure qui s'appelait Ticket for Change, qui était un peu une sorte d'association qui est maintenant une entreprise à but, enfin, social et solidaire, qui a concrètement en fait montré à des personnes, on va dire, plutôt prometteuses, de les initier un peu à l'entrepreneuriat social et solidaire. Et moi, je suis l'un des rares de ma promo qui a fini sans projet. En fait, j'étais vraiment resté bloqué sur l'introspection, qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué. J'avais vécu une expérience humaine extrêmement riche, intense. Imagine-toi, Mathieu, tu fais un tour de France, tu pars à la rencontre de gens extrêmement inspirants, on te demande de réfléchir sur toi et sur où est-ce que tu vas, dans quelle cause tu vas donner beaucoup d'énergie pour développer après un projet que tu vas ensuite pitcher auprès de personnes qui peuvent potentiellement t'aider à lever des fonds ou t'aider au déploiement. Et moi, donc, j'étais un des rares qui était sorti sans projet, ce qui m'avait quand même pas mal marqué. Et après, écoute, commencé à me dire, tiens, en fait, par rapport à la question que je me posais, donc qu'est-ce qui fait la réussite objective des gens en général, je me dis, tiens, en fait, je vais lire ce qui documente forcément dans leurs ouvrages, parce que moi, j'estime qu'un ouvrage, ce sont des archives de pensée. Et donc, on a quand même la chance inouïe de pouvoir accéder à des écrits d'il y a 2000 ans, d'empereurs romains ou autres, qui en fait continuent à traverser les siècles, en fait, et à nous traverser, à nous partager, on va dire, leur sagesse. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, je suis dans l'écriture, et j'ai ensuite progressivement commencé à appliquer en fait ce que je lisais et à partager en fait mes réponses dans les articles sur Medium, qui est une plateforme de blogging. Et après, écoute, progressivement, au fil des mois, j'ai constaté un peu d'engagement et des gens qui ont commencé à me suivre et qui ont manifesté un intérêt et un entrain dans mes écrits. Et donc, j'ai pas lâché. Et en fait, tout cela m'a naturellement conduit, en fait, en partageant donc mes réponses à mes problèmes, à documenter un peu tout cela, à me faire repérer par l'édition Erol en 2018, et plus tard, après, à écrire ce bouquin, et après, donc, à rencontrer des mentors et des personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis on va dire, de mettre un peu le pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat, parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce que c'était, parce que moi, je ne suis pas du tout issu de ce milieu-là. À la base, j'avais un bac, enfin, un master en infocom. Euh, D'ailleurs, que j'ai pas pensé en Master 2 pour plein de raisons, parce que j'en avais assez en fait de la théorie. Et c'est là où j'ai aussi participé notamment à The Family, enfin à l'école Lyon, qui était à l'époque en fait, on va dire un peu l'école qui voulait un peu initier en fait des employés à devenir employés de start-up, parce qu'à l'époque il y avait une grande pénurie culturelle et opérationnelle pour les start-up que The Family à l'époque hébergeait, enfin soutenait. Et donc, j'ai participé à Lyon et j'ai énormément appris. En fait, j'ai à la fois j'ai eu les deux versants, c'est-à-dire j'ai eu l'entrepreneuriat social et solidaire avec Ticket for Change, sur les valeurs, la vertu, et puis où est-ce qu'on peut donner son énergie pour une cause qui nous anime. Et d'un côté, l'entrepreneuriat que je qualifierais de plus pragmatique, un peu pirate, où là, on cherche absolument l'hypercroissance. Donc, j'ai eu un peu le meilleur des deux mondes. Et en fait, j'ai commencé en fait progressivement à mener ma quête dans le solopreneur. À l'époque, je ne savais pas que ça portait un terme comme ça, que ça existait et qu'on devait s'appeler ça comme ça. Et donc voilà, j'ai poursuivi en fait, et je suis toujours en fait en remise en question permanente de ce que je fais, parce qu'en fait le marché ne cesse d'interroger ce que tu fais aussi. Donc Ouais. voilà, ça se passe à ta question, mais voilà. Ouais, complètement, super intéressant. Et d'ailleurs, c'est marrant quand tu en parles de l'arrivée de ce sujet, des habitudes dans ta vie, etc. Tu pars de ta quête personnelle, tu pars de ton questionnement identitaire que tu avais à l'époque. Et en fait, Mm. c'est marrant, ça fait écho avec un truc que j'ai lu. Je sais plus de qui d'ailleurs, mais je crois que c'est assez prouvé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à changer leurs habitudes en mettant un focus sur le résultat, sur qu'est-ce qu'ils veulent. Et genre, ça mène à des habitudes qui sont vraiment liées à des résultats. Genre, je veux juste des plus gros muscles, tu vois. Et ça, en fait, ça fonctionne beaucoup moins bien que construire des habitudes en mettant un focus sur quelle personne je veux devenir. Bah, en fait, si je veux devenir, et toi, ce que tu dis, c'est que tu cherchais qui tu voulais être, et en fait, les habitudes sont venues pour mettre en place toute la structure de la personne que tu es devenue. Peut-être que ça veut rien dire ce que je dis, mais en gros, pour reprendre l'exemple avec la musculation, j'ai l'impression que si quelqu'un veut devenir une personne affûtée, en bonne santé, en pleine forme, avec de l'énergie, etc., peut-être un certain charisme, une certaine aura, et bah oui, faire des push-ups ou faire de l'exercice tous les jours, ça va participer à ça. Alors que si je veux juste avoir des gros muscles, on est dans un objectif fini. Et en fait, bah Mm. oui, ça s'atteint et ça s'estompe un peu. C'était juste le résultat. En fait, il y a une dimension presque ouais, très personnelle dans la mise en place d'habitudes et ça reflète ton histoire. Donc voilà, je trouvais ça. Je voulais dire ça.
Non, mais je te remercie. Là, ce que tu viens de dire, ça m'inspire un peu, on va dire une pensée un peu spontanée. C'est de dire que les habitudes, en fait, ce sont un peu les architectes silencieux de notre destinée. Tu vois, tout à l'heure, tu as évoqué le fait, on va dire, les résultats et enfin, objectifs et systèmes, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est qu'il faut toujours un peu penser. Tu vois, si tu prends un peu un architecte, tu vois, il doit d'abord concevoir un plan, avoir un peu idée de la maison qu'il va bâtir, et après, il va donc établir en fait les pièces et tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver à un bâtiment somptueux. Et c'est un peu pareil en fait dans sa vie, c'est que si on réfléchit pas un petit peu à là où on veut aller ou la maison qu'on veut construire, en fait, on finit par se laisser un petit peu, comment dirais-je, ballotté par son écosystème, par les gens, les relations, ses amis, ses profs, ses collègues, peu importe. Et en fait, on se rend compte que notre vie commence, moi j'appelle ça un peu la vie par défaut, c'est-à-dire en fait celle qu'on n'a pas définie intentionnellement, celle qu'on subit passivement et qui est ballottée par les autres. Et en fait, les habitudes, ce sont un peu aussi quelque part, j'ai un peu la métaphore, je pense que peut-être tu as dû la parcourir dans la conclusion, c'est que je considère ça un petit peu comme une graine d'une plante en fait. Et selon là où tu plantes la graine, si les conditions sont réunies, tu vois qu'il fait beau, que le sol est fertile et qu'il n'y a pas de, on va dire que c'est un environnement qui est favorable, en fait, la plante va prospérer naturellement sans aucune intervention extérieure. Et c'est ça en fait la magie des études, c'est que lorsque tu définis d'abord où est-ce que tu veux être, donc on va dire un peu ce terrain fertile, et que tu plantes l'action au bon moment, ça devient naturellement, en fait, après, tu bénéficies sur le long terme. C'est ce qu'on appelle justement se conditionner objectivement à la réussite. C'est-à-dire, si concrètement, tu prends une personne qui lit tous les jours, qui fait du sport, qui s'instruit, qui prend soin d'elle, etc., logiquement, tu te dis que dans les années qui vont venir, sauf cas exceptionnel, la personne est dans les bonnes dispositions, dans la bonne trajectoire. Je reprends un peu l'idée quand tu avais pris la règle des 1,60 avec l'avion. Mm. euh, dans une bonne trajectoire. Mais si par contre, tu vois, tu la dévies un petit peu parce que elle a peut-être que tu vois, en plus, c'est marrant, ça me fait penser à ça. Enfin, j'ai une pensée assez particulière, J'adore on va les dire. Donc, digressions. voilà, je Les digresse trésors se beaucoup. cachent, les trésors se cachent toujours dans les digressions. Donc c'est Et parfait. bah écoute, bah, très bien. Bah écoute, bah, tu vois, tout à l'heure, quand tu as évoqué les pompes, tu vois, on peut se dire les pompes en fer, c'est bien, bien sûr, évidemment, parce que c'est du sport. Par contre, si tu les fais mal, admettons que par exemple, l'angle des épaules enfin, il y a l'épaule droite ou gauche qui est mal fait, donc en fait, du coup, tu as une sorte d'asymétrie du muscle, ce qui fait que si tu fais des pompes que tu ne fais pas correctement, que tu ne corriges pas ta posture, bah, en fait, ça peut générer un problème inverse, qui fait que tu auras un muscle qui sera trop tonique et un autre qui sera peu tonique par rapport au fait que ça fait depuis des années que tu fais des pompes on va dire, du mauvais côté, entre guillemets. Bah, tu vois, en fait, c'est-à-dire que même dans les bonnes actions, il y a parfois hélas, des conséquences négatives. Donc en fait, tout est question tu vois, de long terme. Et c'est pour ça que je dis que ce sont les architectes silencieux, c'est-à-dire qu'ils ne disent rien, mais sur le long terme, tu vois, il y a un plan qui est défini et il y a il y a plus ou moins des bonnes retombées. En fait. Voilà ce Ouais. que ça m'inspire un peu ce que tu viens de dire. Ouais, merci Onur. C'est quasiment mathématique, hein. J'ai pris l'exemple de l'avion tout à l'heure, mais en gros, si vous faites du piano, par exemple, je m'adresse aux auditeurs, mathématiquement, si vous êtes 1% meilleur chaque jour, et que vous améliorez de 1% chaque jour, à la fin d'une année, vous êtes 37 fois meilleur. C'est juste mathématique. Donc, c'est pour ça que, enfin là, c'est pour te rejoindre sur la partie long terme. Et ça me permettait d'introduire une notion dont on n'a pas parlé, mais qui me paraît centrale, c'est celle des intérêts composés. Est-ce qu'on pourrait Mhm. réexpliquer cette notion, Onur? Alors, les intérêts composés, en fait, un peu dans l'idée, enfin, du moins, ce que j'en ai compris, en fait, c'est l'idée que plus tu investis, on va dire, plus tu donnes on va dire, moi, peut-être que si plus tu prends des bonnes actions, logiquement, et plus dans le long terme, en fait, ces actions-là vont générer un effet de levier, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont permettre, en fait, si concrètement tu plantes un arbre il y a, il y a 20 ans, en fait, bah, Enfin, vite, attends, j'ai pas la bonne métaphore. En fait, c'est concrètement, enfin, ouais, c'est bon, ça me revient. C'est Albert Einstein qui disait que les intérêts composés étaient décrits comme la huitième merveille du monde. Et en fait, c'est une force qui est puissante et qui est exponentielle, notamment dans le monde de la finance. En fait, si Ouais. concrètement tu épargnes, admettons 1000 euros et que tu as 5% d'intérêt par an et que tu laisses cet argent-là dormir, en fait, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, cette somme-là pourra représenter 100 000 euros ou 1 million d'euros. Si ça avait... En fait, c'est vraiment l'idée que ça transforme des petites sommes d'argent en fortune considérable au fil du temps. C'est un peu l'idée que j'en ai compris. Et en fait, le principe des intérêts composés, il est simple, c'est que les intérêts sont calculés non seulement sur le capital initial qui est investi, mais également sur les intérêts accumulés précédemment. Et c'est ce qui fait qu'en fait, que si tu laisses justement ces intérêts-là qui vont générer à leur tour d'autres intérêts, et ça va créer en fait un effet boule de neige, d'ailleurs c'est le nom de la biographie de Warren Buffett, donc Snowball, et qui va augmenter en fait la valeur de l'investissement de manière exponentielle. Et ça en fait c'est pareil pour les comportements, c'est si on considère un peu ces habitudes comme étant un peu une forme d'épargne ou d'investissement personnel,
plus on va prendre les choix les plus judicieux le plus tôt possible, plus on va générer, on va dire, une sorte d'intérêt, entre guillemets, positif pour sa vie personnelle. Exemple, si concrètement tu te mets à faire du sport, ou de la muscu, ou du yoga, ou autre, bah, tu vas être plus souple au fil des années, et donc peut-être que dans 5 ans, 10 ans, bah, tu auras un corps extrêmement agile, souple, puissant, mais ça aura mis du temps. Et en fait, c'est parce que tu auras pris les bonnes décisions. Donc, Ouais. en fait, il y a plusieurs, comment dirais-je, dans l'intérêt composé, il y a aussi l'effet cumulé d'Aren Hardy. En fait, il y a plusieurs points à garder à l'esprit quand on parle aussi des intérêts composés. D'abord, c'est la patience, et tu l'as dit tout à l'heure, la discipline. On se rend compte que les intérêts composés fonctionnent mieux sur de longues périodes, et plus on investit tôt et régulièrement, plus les intérêts justement composés ont le temps de travailler en notre faveur. Et ça, justement, en fait, c'est ce qui fait que les habitudes, c'est un sujet qui est aussi capital, aussi puissant, c'est qu'elles sont à double tranchant. Soit elles font du temps notre allié, soit elles font du temps notre pire ennemi. Hmm. Et donc, c'est d'où l'intérêt, en fait, concrètement, en tout cas, de se conditionner, comme je disais, objectivement à une forme de réussite, donc dans le sommeil, la nourriture, la productivité, la gestion du temps, et en fait, et de corriger, en fait, les moindres dysfonctionnements pour en retirer les meilleurs fruits à long terme. Et oui, parce Voilà un qu'une peu ce bonne que je peux dire sur le sujet. Et oui, oui, merci Onur. C'est vrai que tu dis, c'est très vrai. Les habitudes peuvent faire du temps notre meilleur allié ou notre pire ennemi parce qu'une bonne habitude cumulée sur plein d'années, ça devient une force énorme. Une mauvaise habitude, en revanche, cumulée sur plein d'années, là, c'est terrible, c'est la catastrophe. Et, Mm. et pour reprendre la notion d'intérêt composé, en fait, ouais, c'est vrai que tout simplement, moi, j'ai l'impression que ça peut presque se résumer à un intérêt composé. Ça veut dire que dans un an, si tu fais le même effort qu'aujourd'hui et que tu l'as fait tous les jours, dans un an, ce même effort, qui te prendra pas plus d'énergie, aura des effets 10 fois supérieurs qu'aujourd'hui. C'est l'idée de décorréler, je pense, ces efforts de Mm. ces résultats. Parce que tu fais un truc tous les jours, bah, en fait, tu es de plus en plus fort. Et oui, dans 10 ans, quand tu es gymnaste et que tu as un corps d'athlète, cet effort qui te paraissait immense à la base, il est tout petit et pour des résultats bien supérieurs. Et ça joue aussi dans l'autre sens. Du coup, il y a des bonnes, il y a des mauvaises des habitudes. Je voulais savoir déjà, c'est quoi, enfin, est-ce qu'il y a un schéma derrière une habitude? Comment on met en place une bonne habitude qui dure? Et je voudrais voir avec toi Ah ensuite là comment là. on casse une mauvaise habitude, tu vois, mais est-ce qu'il y a une méthode pour mettre en place une bonne habitude? En fait, c'est une sacrée question parce qu'en fait, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises habitudes. En vérité, le cerveau, en fait, ne cherche en fait que des raccourcis qui vont lui prendre le moins de temps, le moins d'énergie, le moins de bande passante, le moins de cognition en fait possible. En fait, donc il y a des études qui sont en fait ce qu'elles sont et qui sont en fait qui ne sont en fait que des réponses face à un environnement en fait. Et ton cerveau, il a développé une habitude, c'est qu'il a estimé que c'était la réponse la plus fiable, la moins énergivore possible. Elle n'est pas forcément bonne ou mauvaise. Après, c'est un jugement qu'on peut donner. Enfin, d'un point de Ouais, vue, on va dire neurologique, une habitude, on va dire, est neutre, entre guillemets. Après, c'est le bien jugement sûr. que nous, on accorde en disant, bah, tiens, elle est bonne ou elle est mauvaise. Mais en gros, en fait, une bonne habitude, moi, ce que je qualifie de bonne habitude, c'est concrètement, en fait, une action qui est répétée quotidiennement et qui va t'apporter des bienfaits à court, moyen et long terme. Tout à l'heure, on a évoqué le sport, mais on pourrait aussi évoquer l'alimentation, on pourrait aussi évoquer les relations humaines, on pourrait évoquer comment on apprend. Et en fait, une habitude, c'est concrètement tout ce qui va te permettre d'améliorer ta vie de 1%, ou peu importe, enfin, qui va améliorer ta vie. Donc, en fait, il y a des gens pour qui une bonne habitude pourrait être pour eux une mauvaise habitude. Exemple, tu vois, quand on évoquait un peu les pompes, tu vois, si tu fais les pompes d'un mauvais côté, tu pourrais avoir une dissymétrie au niveau musculaire, par exemple. Enfin, je sais pas si ça Mhm. existe, mais en tout cas, c'est dit qu'il y a un muscle qui sera plus tonique que l'autre. Ou alors, si concrètement, tu manges trop un aliment qui est sain, tu pourrais peut-être développer une forme d'intolérance. Ouais. C'est fou, tu vois, le corps peut avoir une sorte de rejet. Exemple, j'avais une amie récemment qui mangeait beaucoup d'œufs. Et en fait, elle a développé une forme d'intolérance parce que en fait, bah, son corps a commencé à rejeter le fait qu'elle mangeait très souvent des œufs, quoi. Bref, hein, Ouais. c'est fascinant. Mais en gros, une bonne étude pour moi, c'est ça, quoi. C'est vraiment un petit comportement que tu répètes presque sans y penser. Ok. Parce qu'en fait, il y a une différence entre la routine et les habitudes. La routine, c'est en fait, c'est une série de pratiques que tu fais quotidiennement de façon plus ou moins consciente. Exemple, si tu cuisines, tu veux cuisiner je sais pas moi, on va dire une salade thaï, tu sais qu'il va falloir réunir un certain nombre d'ingrédients, commencer à suivre l'étape 1, 2, 3, 4, 5, et tu vas arriver à un plat, en fait. Ça, c'est une routine, on va dire, concrètement. Ouais. Et la routine, tu peux aussi avoir une routine matinale pour démarrer ta journée, ça peut être une routine sportive en t'échauffant, par exemple. Tu sais que tu feras des exemples par exemple, tu vas bouger un peu tes poignets, puis après, tu vas faire des mouvements, etc., dans un ordre précis. Ça, c'est une routine. Une habitude, c'est quelque chose que tu fais automatiquement, donc quasiment sans y penser. Mm. Ça peut être, par exemple, le fait que tu bois ton eau, tu vois, tu l'as fait sans y penser parce que tu as commencé à avoir soif, donc tu as eu un signal. Ton désir, c'est comment, en fait, de corriger un petit peu cette déshydratation. Donc, tu as commencé à routine, tu as bu ton verre d'eau, enfin, tu as bu ta gourde, et la récompense, c'est que tu te sens un peu plus rafraîchi. Voilà, tu vois, c'est un exemple Ouais. spontané. Ça, c'est une habitude, mais il faut la décrire. Et en fait, au quotidien,
on prend plein de décisions sans y réfléchir, dont on n'a même pas conscience. Ça peut être des décisions alimentaires, ça peut être des décisions même de distraction, ça peut être des comportements qu'on a. Et je crois que j'avais lu à l'époque qu'il y avait... Ah bah tiens, Mathieu, tu as dit combien de décisions on prend chaque jour? Ah là là, en consciente et inconsciente, je sais pas, je dirais 1000. Oui. C'est ça? Plus. Plus? Ah ouais, 10 000? 10 000? Plus. Allez, 500 000. Non, non, quand même pas. On n'est pas non plus une super intelligence. Mais en fait, c'est. Alors, d'après ce que j'ai vu, après, encore une fois, c'est des chiffres qui varient. Mais le nombre de décisions que nous prenons chaque jour varie en fait considérablement d'une personne à l'autre. Et en fonction aussi de facteurs tels que l'âge, tu vois, parce qu'on n'a pas les mêmes études selon si on est jeune, actif ou senior, mais aussi le mode de vie, est-ce qu'on est sportif, sédentaire, ou est-ce est-ce que c'est notre activité d'être, tu vois, d'avoir un métier qui est extrêmement physique, mais aussi la personnalité, tu vois, tu as des gens qui sont, on va dire, extravertis, introvertis, ambivertis, mais aussi les responsabilités personnelles et professionnelles. Est-ce que tu es un parent? Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu vis dans un pays étranger? Donc tu vois, et en fait, généralement, il est estimé que les adultes prennent en moyenne environ 35 000 décisions conscientes et semi-conscientes chaque jour. Ok. Et cela, en fait, ce chiffre-là que je te partage, ce qui est fou, ça inclut déjà les petites décisions quotidiennes, comme choisir quoi porter, quoi manger, quel itinéraire prendre pour se rendre au travail, ainsi que des décisions plus importantes, comme par exemple les choix de carrière, des relations, les questions financières, mon budget. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, quand tout à l'heure je disais, en fait, les habitudes sont des architectes silencieux, en fait, concrètement, qui forgent un peu notre destinée. C'est que la plupart des décisions qui sont quand même essentielles dans ce que je viens de citer sont prises de manière automatique ou routinière, sans qu'on y consacre beaucoup de réflexion consciente. Et c'est cela, en fait, parce que tout à l'heure, je t'avais dit, une habitude n'est ni bonne ni mauvaise, en fait, c'est une réponse qu'a trouvé ton cerveau face à un problème dans son environnement. Et cette réponse, il l'a estimée la plus fiable, la plus efficace par rapport à ce que tu étais à cette époque-là. C'est ce qui fait qu'en fait, c'est très compliqué de changer et qu'en fait, on peut pas reposer tout le temps sur les mêmes habitudes selon ton environnement, ton niveau de vie, tes relations, tes responsabilités pro et perso. Ouais. Mais là, dans ce que tu décris, du coup, ouais, je retiens, même pas tout à l'heure, je prenais l'exemple de la gourde. J'ai ressenti, même si c'est inconscient, il y a eu quand même un indicateur extérieur. Tiens, je ressens la soif. Du coup, j'en ai envie. Du coup, la réponse, c'est que je prends ma gourde que je bois. Et ensuite, je suis content. Et ça, ce schéma-là, pour mettre en place est-ce qu'il y a moyen de le hacker un peu pour mettre en place une habitude qui dure Tu vois, par exemple, je voudrais. En fait, je rêve d'écrire un livre, tiens, de devenir auteur. Ça va pas se faire en une. Tu vois, il va falloir que je me mette à l'écriture. Est-ce qu'il y a une manière de construire un petit peu ou de truquer un peu les choses ou de truquer l'environnement pour tenir dans le temps, écrire tous les jours, par exemple? Oui, effectivement, tu suis une question que se posent beaucoup de personnes, parce que je crois avoir lu qu'en France, il y a plus de 10 à 15% des personnes qui voulaient écrire un livre. Ah ouais. Alors, en fait, tu vois, c'est que dans Moi, c'était pour l'exemple. l'habitude... Hein. J'ai pas réellement envie, Ah, mais ça me ferait plaisir. ok, je sais pas. Si Je jamais c'est disais le par cas, exemple. Je disais par exemple, mais ok, oui. d'accord. Mais si jamais, dans ce cas-là, parle d'un exemple personnel, parce qu'en fait, ça pourrait peut-être plus t'impliquer et plus t'investir, et je pourrais te donner une réponse qui sera vraiment adaptée à ton besoin. Mais si jamais, en fait, c'est bon pour l'exemple, concrètement, comment bâtir, on va dire, une habitude pour favoriser son environnement, enfin, en tout cas, se conditionner à cela. En fait, c'est que dans l'idée même de l'habitude, il y a plusieurs facteurs. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait qu'il y a eu un déclencheur. Tu as dit externe. En fait, c'est plus un déclencheur qui était interne. C'est parce que c'est toi qui as ressenti la soif. À l'extérieur, on ne pouvait pas savoir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'environnement qui est physique. Il y a évidemment aussi ton environnement, on va dire, intérieur. Il y a aussi les gens qui t'entourent. Il y a aussi les horaires. Il y a aussi le lieu où tu es. Donc, bref, il y a plein de choses qui font vraiment qui t'influencent très subtilement, en fait, ton comportement. Mais en gros, d'abord, quand tu as une habitude, il faut d'abord partir de qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes résultats, enfin quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux. Donc si concrètement tu veux être un meilleur écrivain, eh bien logiquement tu devrais effectivement trouver de la place pour planter justement cette petite habitude, une graine qui va te permettre justement chaque jour d'émerger et de cultiver, ne serait-ce qu'un tant soit peu, l'identité d'une personne qui écrit et donc d'un écrivain. Tout comme quand tu lis un bouquin, tu cultives pendant le moment où tu lis le bouquin l'identité d'un lecteur et vice-versa. Mais concrètement, il faut vraiment partir un peu de ces objectifs. C'est qu'est-ce que, tu vois, tu connais forcément un peu les objectifs SMART, un peu, tu sais, c'est le fameux spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporel pour ton projet. D'abord, c'est quand je veux écrire un livre, c'est combien de pages,
c'est quel sujet, c'est combien de nombre de mots. Et en fait, tu vois, rien que d'avoir des indicateurs un peu comme ça, en anglais, alors j'aime pas les anglicismes, mais je vais quand même le dire, des KPI, en fait, ça va te permettre concrètement de mesurer un petit peu ta progression. Ensuite, tu peux créer un planning où tu peux bloquer des périodes régulières dans ton emploi du temps pour écrire. Et tu peux traiter en fait ces rendez-vous comme étant des rendez-vous en fait immanquables, vraiment des rendez-vous avec toi-même, des rendez-vous pour écrire. Donc généralement en fait concrètement, il faut définir des blocs de temps, ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure, et tu vraiment essaye, et comme en plus on est dans un process qui est lié à l'écriture, donc là il faudrait plutôt choisir des moments où tu es généralement productif et créatif. Moi tu vois généralement c'est le matin, je sais que c'est le matin où je suis le plus frais, le plus disponible, le plus disposé à la créativité et à des tâches justement qui vont réclamer en fait d'autres, enfin l'écriture quoi, ou de la recherche. Ensuite, évidemment, quand tu écris, ça c'est le plus compliqué et c'est un vrai enjeu pour moi qui est civilisationnel, c'est en fait c'est d'éliminer les distractions. C'est-à-dire qu'il faut trouver un environnement de travail qui est calme et sans distraction, où tu peux te concentrer pleinement sur l'action, en l'occurrence l'écriture. Donc ça peut être par exemple, tu éteins ton téléphone, tu le mets en mode avion, tu le sors de la pièce, tu peux même aussi fermer les onglets inutiles sur ton ordinateur, mais tu as aussi des applications dont j'ai oublié le nom, enfin tu avais Cold Turkey, tu avais aussi Opal, qui te permettent en fait concrètement de pendant un temps que tu as défini, de bloquer tout site ou toute application en fait qui ne vont pas servir à ton projet d'écriture. Voilà, ça c'est des exemples comme ça d'outils qui sont payants ou gratuits, ça dépend, mais ça va déjà en fait te limiter en fait l'envie de te distraire, parce qu'en fait on sait que c'est pas facile vu qu'on a en fait l'ordinateur est à la fois un outil de travail mais aussi une petite distraction, ou à portée de clic on a Netflix, YouTube, Twitter, enfin tu peux, et hop, et tu y vas comme ça un peu de façon pavlovienne, parce que tu sais que tu as un signal et tu as envie de te distraire. Et c'est plus facile de se distraire que d'écrire, parce que forcément se distraire c'est plus agréable sur le moment présent, alors qu'écrire c'est un peu plus, ça demande plus d'efforts, tu vois, donc forcément le cerveau il aime pas trop ça. Et puis bien sûr aussi, commencer petit, ça c'est un peu justement un des sujets de mon livre, c'est d'où le titre en fait, Petite habitude. Pour moi en fait, une petite habitude, c'est une action qui te prend moins de 30 secondes. En fait, c'est vraiment pour faire très simple. En fait, il faut vraiment que tu te dises, il faut que tu te fasses une offre que tu ne pourras pas refuser. Donc, exemple, si je te dis, Mathieu, si tu me dis, voilà, écoute, Onur, j'aimerais me mettre à faire du sport, et en fait, tu vas rigoler, mais avant, j'avais une drôle d'habitude qui faisait marrer mes potes. Je leur disais, avant, en fait, c'est une façon pour moi de me lancer à faire du sport, on va dire, c'est que j'avais trouvé une routine, enfin un environnement, on va dire, un moment qui me permettait d'avoir une répétition régulière de ce que je voulais faire. Et je me suis dit, avant d'aller aux toilettes, je ferai 2 pompes. Je ferai au moins 2 pompes. Et tu vois, en fait, automatiquement, vu que tu vas forcément, tu vas t'obliger. Donc, en fait, c'est facile de se rappeler, parce que tu vas aux toilettes au moins après, ça dépend de la vessie, mais entre 5 et 7 fois par jour, on va dire. Et donc tu sais qu'à chaque fois, tu fais une pompe, quoi. Donc et la récompense évidemment c'est tu sens un peu tu sens un peu fort, enfin tu sens un peu fort, en tout cas tu sens un peu de chaleur éventuellement si tu fais plein de pompes, et en fait c'est une façon de te récompenser, et ça a l'air bête comme ça, mais t'as plein, justement tu me disais comment hacker un peu son environnement, cherche un peu dans ta journée type et quotidienne des événements en fait qui sont prévisibles et qui sont vraiment, exemple les plus simples, c'est tu te lèves, tu te couches, tu manges ton petit-déj ou tu manges ton repas ou ton dîner. Il y a un moment où tu vas aller aux toilettes, il y a un moment où tu vas te doucher aussi, il y a un moment où tu vas t'habiller. Tu vois, tout ça, ça constitue en fait des jalons, des moments de ta journée qui sont extrêmement prévisibles, où tu peux en profiter pour planter une petite graine, que ce soit écrire une page, écrire dans ton journal, écrire une page ou une phrase, faire des exercices du yoga du visage, je sais pas moi, boire un verre d'eau. Enfin, il y a plein de façons en fait comme ça. Mais le but c'est vraiment de trouver des cohérences dans ton environnement en fait, pour créer en fait une réaction en chaîne de cohérence si tu veux, qui fait qu'en fait concrètement, tu vois, ça a l'air incohérent de se dire qu'avant maintenant, je fais plus maintenant parce que maintenant je vais dans une salle de sport, mais avant, avant d'aller aux toilettes, je faisais 2 pompes. Et moi, je connais un lecteur, j'ai halluciné quand il m'a dit ça, il m'a dit, grâce à ton bouquin, j'ai commencé avec ton programme de 2 pompes avant d'aller aux toilettes, et après, il a commencé à faire 3 pompes, 4 pompes, 5 pompes, 6 pompes, 10 pompes, 20 pompes, et il a fini par aller dans une salle de sport à faire un programme, et il a perdu 20 kilos. J'ai halluciné quand il m'a dit ça. Mais tu vois, mais en fait, c'était, pour lui, il fallait, c'est ce qu'on appelle un peu, tu vois, l'énergie d'activation. En fait, quand tu dépasses une certaine quantité d'énergie en chimie, enfin, je crois que c'est en physique, c'est en chimie, exemple, l'allumette que tu craques, tu vois, s'il faut une certaine force pour pouvoir craquer l'allumette, et après qui justement que ça s'allume, quoi. Appliquer la flamme, effectivement. Tu vois, c'est pareil pour les habitudes. Il faut, pour des gens, en fait, on a tous des degrés différents d'activation, on va dire ça comme ça pour vulgariser. Et donc, il y a des gens pour qui, en fait, il faudra pas beaucoup de motivation pour pouvoir se lancer. D'autres, il faudra en fait commencer très 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 petit pour commencer en fait à adopter un petit peu un tel esprit qui est positif et qui est résolument tourné vers l'action. Et d'autres, en fait, qui vont pas réclamer peu de choses, parce qu'ils ont justement le mental ou alors un environnement propice, favorable pour qu'ils puissent émerger un bon comportement. Ouais, une petite étincelle et c'est parti, quoi.
Et Donc voilà, vraiment ça, quoi, commencer petit, et puis un rituel bien sûr aussi, et voilà, bref, il y a être cohérent, se récompenser, j'ai tenir un j'ai genre de progression, voilà. Ouais, j'aime dis-moi. beaucoup, ouais, merci pour tout ce que tu donnes. J'aime beaucoup la dernière là où pour enfin le principe d'adosser une habitude à une action qui est indispensable dans ta journée, bah, c'est un Mmh, super hack quoi, parce qu'en fait, les actions que tu vas de toute manière faire, si tu prends le réflexe d'y adosser une nouvelle habitude dessus, bah, tu peux pas y couper et ça, je trouve que c'est très, très fort. Mais tu parlais aussi, ouais, de justement que pour les gens, c'est plus ou moins difficile et ouais, le coup de l'allumette là, ça me faisait penser à un truc aussi que je voulais te demander. C'est il y a un moment où quand tu te mets à écrire, par exemple, l'écriture c'est très dur. Je pense que tu le sais. Moi, j'écris pas mal. J'ai pas envie mmh, d'écrire un livre, mais j'écris pas mal aussi. Il y a un moment où quand tu as un objectif quand même, tu traverses toujours une petite vallée du désespoir. Je crois que ça s'appelle le deep en anglais, où tu as le mmh, moment de l'excitation du début qui est parti. Parce que tu t'es lancé dans un truc, ça y est, ça fait déjà 2 mois, mettons, mais tu as les résultats qui sont pas encore là. Parce que comme c'est des toutes mmh. petites habitudes, tu le vois pas, tu vois. Et t'as pas encore eu l'étincelle qui allume la flamme. Et ça a un rapport avec une autre phrase que j'ai lue, qui en fait le plus grand ennemi du succès, c'est pas l'échec, mais c'est l'ennui, tu vois. Et du coup, je Mmh. voulais savoir si toi, tu avais un truc pour essayer de vaincre cette vallée du désespoir, passer ce moment où beaucoup de gens abandonnent parce qu'en fait, ils sont au milieu du gué, quoi. Bah, on en revient en fait, aux valeurs. C'est-à-dire en fait concrètement, pourquoi en fait je fais ce que je fais? Qu'est-ce qui peut en fait te rappeler, à ce qui compte le plus, en fait d'avoir en fait une vision un peu positive, du futur que tu peux avoir grâce à cette habitude au quotidien. Mais en gros effectivement dans ce deep ou cette vallée du désespoir, en fait c'est vrai que c'est une période qui est souvent difficile et qui est décourageante, que forcément beaucoup de gens rencontrent à un moment donné dans leur vie. C'est-à-dire qu'en fait ils vont effectivement mener une action, et puis en fait, ils voient qu'il n'y a pas de résultat. Peut-être qu'après, ils vont commencer à se plaindre en disant qu'ils n'ont pas le réseau, qu'ils n'ont pas l'intelligence, qu'ils n'ont pas ceci, cela. Et en fait, on cherche des excuses en vérité. Il y a plusieurs façons en fait de surmonter en fait cette vallée du désespoir. D'abord, je pense, à mon sens, qu'on reste quand même des êtres sociaux, c'est trouver du soutien. C'est-à-dire en fait concrètement Ouais. ne pas être seul, avoir des personnes avec qui en fait le comportement désiré est la norme. D'ailleurs, ça c'est un des éléments dans mon livre où je parle de comment développer une bonne habitude. C'est une des étapes, je crois que c'est l'étape numéro 5, c'est trouver sa tribu. Donc, en Ouais. fait, ici, c'est vraiment de rechercher l'aide, le soutien de pairs. En fait, ça peut être tes amis, ça peut être des pairs, ça peut être ta famille, ça peut être un pro, peu importe, qui peut t'aider justement à surmonter cette période difficile, avec qui tu peux avoir des échanges réguliers ou hebdomadaires, en fait, et qui permet de créer un rendez-vous qui va un peu te rendre, comment dirais-je, responsable aussi, parce que tu sais qu'une personne, quelque part, attendra des résultats de ta part, ou pourra t'écouter et te soutenir. Ensuite, je pense que très souvent, ce qui fait qu'on tombe dans le désespoir, c'est qu'on n'est pas réaliste. C'est-à-dire que tu vois, si concrètement tu définis un objectif qui est trop élevé, tu vas forcément te critiquer sévèrement parce que tu ne l'auras pas atteint, et forcément parce qu'il est très ambitieux. Donc il faut plutôt commencer à décomposer un peu, à déconstruire progressivement l'étape la plus simple, une à la fois, tu vois, et à se concentrer vraiment sur les réalisations les plus petites, les plus simples, les plus réalistes, vraiment. Ça, c'est ne serait-ce que c'est important, je pense, pour durer. Ensuite, on néglige, mais en fait, c'est de faire des choses qu'on aime aussi. Vraiment de faire des activités qui nous apportent de la joie, qui permettent de se détendre. Moi, concrètement, c'est le sport, c'est la méditation. En fait, ça peut être des choses simples, ça peut être se promener, écouter de la musique, passer du temps avec ses amis, ou si alors on est en télétravail, bah, en fait, les appeler ou envoyer un message. Enfin, vraiment juste des choses simples qui permettent un peu de garder un peu le cap, mais aussi de prendre soin. Je pense qu'on n'en parle pas assez, ça, c'est vraiment la santé mentale et physique. Bon, physique, on en parle beaucoup, mais la santé mentale, en fait, vraiment, c'est de se reposer, parce que beaucoup de gens, en fait, sont notamment, enfin, on vante beaucoup un peu cette culture du travailler dur, etc. No pain, no gain, pas de chocolat, mais je pense qu'en fait, en vérité, le vrai salut, c'est les personnes qui durent en fait dans leur passion, et dans les influenceurs ou autres. C'est vraiment les gens en fait qui prennent du temps pour eux, tu vois, qui se ressourcent, qui se rechargent, qui vont faire du sport régulièrement, qui vont privilégier une alimentation saine, équilibrée. Et après, je pense aussi, il y a aussi la pensée positive, c'est-à-dire concrètement, se concentrer vraiment sur les aspects les plus positifs, la granularité, en fait, vraiment ce qui est de plus simple, le plus concret dans ce qu'on fait au quotidien. Si concrètement, si tu écris une phrase, ça a l'air de rien, mais concrètement, tu as fait un effort de pensée, tu as fait un effort de concision, tu as fait un effort de style, tu as partagé en fait, concrètement ce qui sortait. Et en fait, je pense vraiment mettre l'accent sur ce qui est de positif. Donc, moi, j'aime beaucoup cette citation d'Henri Matisse qui disait il y a des belles fleurs pour qui veut bien les voir, quoi. Et en fait, dans chaque action que l'on mène, il y a toujours des belles fleurs qu'on peut voir. Et donc, plutôt, évidemment, aussi s'entourer de personnes qui sont dans ce même état d'esprit-là, c'est-à-dire plutôt positives, encourageantes. Et bien sûr que c'est une période qui est difficile, mais elle n'est pas permanente. Et là, tu vois, concrètement, le fait de dire ça, c'est déjà plutôt tourné vers un optimisme qui dit en fait que, en fait, oui, il faut passer par là,
mais c'est pas permanent et que on peut justement la dépasser. Parce qu'en fait, ça ne dure qu'un temps. Et ça, rien Mmh. que cette pensée-là devrait en fait, je pense, te réjouir un peu en disant, bah, en fait, oui, je vais le faire, ça va être pénible, mais je sais que ça va pas durer très longtemps. Il faut faire confiance au processus. Il y a des belles fleurs pour qui veut bien les voir, je la connaissais pas. Petit instant poétique, poésie. Merci Onur et Je t'en prie. allez, peut-être dernière mini question sur ce process là, du coup, on a parlé de planter des graines. Comment on arrache une mauvaise herbe? C'est-à-dire, comment on casse une mauvaise ha habitude? En fait, à l'inverse, on essaie de la remplacer par une bonne habitude, tu vois? Est-ce qu'il y a une technique ou pareil, est-ce que tu as des petits tips à nous partager là-dessus? Ah bah, il y en a plusieurs. Bah, déjà, moi, concrètement, ce que je dis avant de commencer à chercher à avoir une bonne étude, moi, j'appelle d'abord chercher à savoir ce qu'on peut arrêter de faire. Mmh. En fait, si concrètement, enfin, c'est une pratique qui s'appelle le via negativa. J'ai découvert ça dans le livre de Nassim Taleb, Antifragile. Concrètement, en fait, c'est l'idée en fait de retirer d'abord tout ce qui est un peu superflu, inutile et qui va en fait engendrer une forme de surcomplexité. Alors, en fait, il faut d'abord commencer par élaguer et se défausser des choses. C'est un peu comme disait Marie Kondo, quoi, avant de pouvoir ranger sa chambre, il faut d'abord se débarrasser des objets dont on ne veut plus. En fait, c'est pareil ici. C'est quels sont les comportements en fait qui sont un peu répréhensibles, qu'on n'apprécie pas trop, qui nous permettent un peu, enfin, qui nous empêchent en fait de nous déployer notre plein potentiel. Donc d'abord commencer par cela. En fait, si concrètement tu passes, je suis certain Mathieu, là, si tu passes l'inventaire de tes habitudes, tu sais très bien qu'il y en a qui sont pas très bonnes, qui sont nuisibles pour ta santé, ton bien-être, tes projets, tes relations, ce que tu veux. Et donc peut-être commencer par cela. En fait, pourquoi tu estimes que ce que tu fais déjà et pas forcément va dans le bon sens, et c'est comment tu peux faire pour les rendre les plus difficiles. Comment tu peux. En fait, il y a plusieurs Mmh. règles, on va dire plusieurs lois. Ça, c'est notamment James Clear dans le livre Atomic Habits, dont j'ai résumé un petit peu dans le bouquin d'ailleurs parce que c'était important de préciser. Et concrètement, en fait, c'est qu'une habitude, c'est quatre éléments. C'est un déclencheur, c'est une envie, enfin c'est un désir, c'est une routine et c'est une récompense, en gros. Et l'idée, en fait, c'est de, si tu veux développer une bonne habitude, en tout cas la facilité, ben, en fait, il faut faciliter, faut avoir un déclencheur qui soit évident, il faut avoir envie de le faire, il faut que ce soit le plus simple possible, et il faut que ce soit un comportement qui puisse être le plus, comment dirais-je, rétributeur, on va dire ça comme ça. Et si par contre tu veux la rendre difficile, bah, c'est là où faut, en fait, t'inverses la loi. C'est-à-dire qu'il faut que le déclencheur soit pas visible, ou du moins que ce soit difficile d'accès. Il faut se dégoûter de le faire. Concrètement, ça peut être par exemple de penser aux conséquences négatives que ça pourrait avoir dans ta vie. Ça peut être la perte de temps, ça peut être le fait que tu vas prendre du poids, ça peut être le fait que tu peux être maladroit avec des gens, enfin peu importe, ou que ça peut en fait te retarder dans ta vie. Après, pour la routine, c'est l'idée, c'est de la rendre la plus difficile que possible. Vraiment, exemple, par exemple, il y avait, si concrètement, et voilà, c'était dans le bouquin, je crois, c'était pour ceux qui veulent arrêter de regarder la télé, ils peuvent prendre la télécommande, retirer les piles et la cacher dans le garage ou dans une pièce lointaine. Ce qui fait que l'effort auquel il faut consentir pour pouvoir prendre, donc chercher la télécommande dans une étagère lointaine, descendre au sous-sol, mettre les piles, en fait, ça prend 20-30 secondes, voire plus, et ça te décourage déjà de te dire ah, mais j'ai pas envie. Alors qu'auparavant, c'est une action qui était très facile à faire parce qu'elle était posée sur la table, tu as la télécommande, hop, tu zappes. Et après, bien sûr, il y a le fait de dire qu'il y a une récompense, comment dirais-je, entre guillemets, négative, quoi, du moins, de fortement d'évaluer, en fait, ce qui pourrait advenir. Et là, c'est fortement aussi lié, à mon avis, au fait de penser, en fait, encore une fois, aux conséquences négatives et à s'imaginer. Donc, ça peut être aussi même de t'infliger une forme comment dirais-je, de malus, en fait, de l'avoir fait. Exemple, je sais Ouais. pas, moi, il y avait un exemple, c'était. Je dis beaucoup un exemple. Attends. Moi, pour corriger le tic verbal, je disais beaucoup auparavant des mots comme justement, en fait, voilà. Et en fait, ce que j'ai fait pour pouvoir corriger ce tic verbal-là, je disais à chaque fois que je prononce ces mots, je fais un tour sur moi-même. Donc c'est un malus. Et donc je disais le mot interdit et je me rendais compte. Et je faisais un tour, et à force de faire des tours, j'ai commencé à conscientiser ce comportement-là que je trouvais en fait totalement stupide. Et en fait, mon corps, l'intelligence, on va dire qui est préverbale, a commencé à me dire, bah, en fait, tu vois, redouter en fait le tour, et donc ça a progressivement, je crois que ça m'a mis même pas 4 jours pour que je ne prononce plus sur le tic là. Bon, c'est un exemple de, mais OK. voilà, enfin, ce qui me vient spontanément. Mais après, en fait, très souvent, ce qu'on recommande aussi pour casser une mauvaise habitude, c'est de trouver en fait comment dirais-je, des alternatives. Exemple, tu prends Ouais. du café. Moi, par exemple, je bois pas de café depuis très longtemps parce que je trouve qu'il faut pas dépendre d'une substance artificielle pour être en forme. Je trouve ça même Ouais. plutôt nocif. Même s'il y en a qui disent oui, c'est bon pour le cerveau, c'est possible, mais moi, j'ai pas envie de dépendre d'une substance pour être en forme. Le café, concrètement, donc c'est de la caféine, et tu peux te dire quelle est l'alternative la plus proche du café. Ça peut être
Ça peut être un thé, ça peut être un café Ouais. décaféiné. Qu'est-ce qui te plaît dans le café? C'est le goût, c'est la caféine, c'est le fait que ça s'associe aussi à une routine. Parce que très souvent, ils disent café clope, mais est-ce que ça peut être lié, je sais pas, au café chocolat? J'en sais rien. Tu vois, il y a plusieurs associations comme ça un peu détricotées. Et donc, c'est ou alors c'est concrètement, si tu prends beaucoup de frites, bah, tu peux choisir des légumes. Ça, c'est une alternative. Je dis pas que c'est le même Ouais. goût, mais tu sais que c'est plus sain. Donc, tu vois, c'est toujours en fait, c'est très, très, très souvent lié à une question de conscience. Vraiment, d'abord, ne serait-ce d'abord que de se poser et de reconnaître la mauvaise habitude qui nous inhibe, qui nous nuit, c'est pas évident parce qu'en fait, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, les 35 000 décisions, Ouais. tu vois, donc qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, ce qui peut être bon pour toi peut être très bon en fait pour une personne qui vit avec toi, pour ta conjointe, pour tes enfants, etc. ou autre, ou pour tes amis. Donc, tu vois, d'abord identifier cela et analyser en fait qu'est-ce qui fait que cette habitude-là se déclenche. Ouais. Après, tu peux fixer éventuellement un objectif. Ok, je sais que je vais pas réussir à briser cette addiction au téléphone ou autre, ou alors au café. Qu'est-ce que je peux faire de raisonnable, de réaliste pour arrêter, ou du moins le faire le moins possible. Par exemple, concrètement, si tu veux arrêter de fumer, je pense pas que tu fumes, mais si jamais tu des gens qui fument, tu peux commencer à dire, bah, je vais commencer à fumer un peu moins de cigarettes par jour ou par semaine. En fait, ça, tu peux le traquer, tu peux le mesurer. Ouais. Après, tu peux trouver aussi donc des alternatives, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais après, tu peux aussi éviter les déclencheurs, sur quelles sont les situations en fait qui vont déclencher ta mauvaise habitude. Et il faut vraiment les éviter le plus que possible. Exemple, si concrètement, tu vois, beaucoup de gens, par exemple, ils ont l'alcool social. En gros, ils vont Et boire en oui, c'est soirée. l'environnement. Bah oui, oui. Voilà, c'est l'environnement. Moi, par exemple, je bois pas d'alcool, je fume pas, je bois pas, etc. Mais je sais que les gens, quand je suis dans un environnement, et là, c'est pour ça que j'aime pas les soirées, c'est que je sais qu'on va me pousser à boire. On va me dire, parce que les gens, ils auront un verre et ils vont essayer de trinquer. Je dis, bah, moi, je bois de l'eau. Donc, ou alors une boisson, mais pas une boisson, en plus pas de soda aussi, donc bref. Et c'est pour dire que l'alcool, lorsque tu es dans une soirée, en fait, concrètement, tout l'environnement est propice, tu vois, à te pousser à, Bien à sûr. boire. Et c'est là où il faut savoir dire non, tu vois, pour gérer le stress, gérer un peu le regard des autres. Et après, tu as aussi un plan d'action. Concrètement, se dire si X arrive, alors je ferai Y. Si je suis tenté par faire cela, alors je ferai cela. Et donc, cela, c'est pas évident, mais ça s'appelle le plan intention. Ah, j'ai oublié. En gros, c'est le plan si alors. Je crois que c'est D'accord. intention action dans le bouquin. Et en gros, c'est justement ce plan-là. Si X, donc si telle situation se produit, alors je ferai Y situation, enfin réponse Ouais. que je devrais faire ou que je voudrais faire. Et en fait, rien que de se programmer un peu à cela, ça permet un petit peu d'anticiper justement les aléas et donc d'être un peu plus préparé mentalement à la contre-attaque, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression qu'il y a il y a, en tout cas pour déprogrammer des mauvaises habitudes, il y a quand même un peu un niveau de sagesse à atteindre, d'accepter qu'on est des êtres faibles aussi, et que Mm. on va prendre plein de décisions de manière plus ou moins consciente, et que d'abord, bah, on n'en est pas conscient on est peut-être conscient que de 1% de ces décisions. Donc déjà, le fait de lister toutes les décisions, ça va nous permettre de détecter les habitudes qui, ah oui, tiens, elle a un impact, elle est neutre, mais elle a un impact négatif sur moi. Ensuite, comme je suis un être faible, je vais aller la rendre la plus difficile possible, par exemple en cachant la télécommande de la télé, ou en tout cas en changeant l'environnement. Il faut un peu piper les dés, hein, j'ai l'impression. Mm. Et la dernière chose, c'est bah, si ça m'arrive, j'ai programmé un petit plan de rescousse, parce que en fait, je vais être super tenté quand même. Et si j'ai un plan, ça va être beaucoup plus simple pour moi. J'ai mon petit parachute, quoi. Mm. Et je voulais basculer dans le concret. Du coup, dans ton livre, en fait, tu abordes 4 domaines qui font la différence quand on y change ses habitudes. Tu parles de productivité, de santé, de dev perso, développement personnel, pardon, et de relations. Je voulais peut-être revenir sur 4 habitudes, chacune dans une des catégories, à mettre en place pour transformer sa trajectoire professionnelle, avec pour Mm. chacune peut-être les actions concrètes. Est-ce que tu en aurais en Bien exemple? sûr, bien sûr. Alors d'abord, ce que je peux définir, c'est qu'avant de commencer à choisir, en fait, dans le bouquin, donc il y a 4 parties. Donc il y a une partie d'abord sur les sciences des habitudes, la partie 2 qui porte sur comment changer, on va dire, enfin avoir une habitude positive, comment en développer une en tout cas. La troisième, c'est comment en fait se débarrasser des mauvaises, en tout cas du moins essayer, parce que quand c'est une addiction, je pense qu'il fallait voir un professionnel. Et après, ça finit sur 200 pages de conseils et d'habitudes en fait, pour inspirer les gens selon des thématiques. Et donc, il y a 4 thématiques. Donc, il y a effectivement, comme tu as très bien dit, il y a la productivité, c'est plus la gestion du temps, de l'énergie, de l'attention. Ensuite, tu as la santé. Là, c'est le sommeil, le bien-être, l'alimentation et on va dire, et oui, le sommeil, l'alimentation, la marche aussi. Donc voilà, c'est ça. Et ensuite, tu as le dev perso. Là, c'est vraiment pour moi, parce qu'en fait, on peut tout dire, mettre tout n'importe quoi dans le dev perso, mais pour moi, le dev perso, c'est vraiment avant tout un process continu
de croissance et d'amélioration de soi sur les plans qui sont personnels, professionnels, émotionnels, social et spirituels. Donc là, c'est assez global en fait la vision que j'en ai, mais c'est justement tout ce qui va me permettre d'acquérir de nouvelles compétences, qui vont me permettre d'avoir une meilleure compréhension de soi, d'améliorer ses relations avec les autres, d'avoir une vision plus claire de sa vie, ses objectifs, ses valeurs. Enfin, c'est un peu complet, travailler sur soi, etc. Bref, dev perso, c'est ça. Et après, tu as les relations sociales. Là, c'est vraiment concrètement comment on interagit avec les autres, comment on se rend plus séduisant, comment on se rend plus social, comment on se rend plus charismatique aussi, et comment on développe son réseau. Donc en fait, avant de commencer à choisir une habitude, ce que je recommande d'abord, c'est de partir, en fait, c'est d'évaluer sur 10 ces 4 domaines. C'est-à-dire concrètement, Mathieu, tu te mets combien en productivité sur 10? En productivité, je me mets 6. Ok, en santé. En santé, je me mets 9. Ok, bon, ok, c'est-à-dire que tu prends vraiment soin de toi, et en dev perso, tu te mets combien sur 10? En dev perso, je me mets 7. Ok, et là on voit déjà le sujet qu'on va aborder, et en relation sociale, tu te mets combien? En relation sociale, ouais, 7 aussi. Peut mieux faire. 7. On peut mieux faire, mais tu vois là, dans ce que tu m'as dit, donc 6, 9, 7, 7 et 7, je crois, j'ai bien retenu. Ouais. Donc là, la priorité serait donc la productivité, parce que c'est là où le résultat est le moins élevé. Donc en fait, comme on veut chercher une forme d'équilibre, et justement à sécuriser un peu ses faiblesses, entre guillemets, bah, logiquement, tu devrais commencer par productivité, Ouais. parce que c'est là où tu as le score le moins élevé. Et après, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on établit, en fait, dans les habitudes, j'ai classé les habitudes de la plus généraliste, c'est-à-dire, en gros, pour moi, de la plus simple enfin, la plus essentielle à faire pour démarrer, à la plus spécifique. En gros, c'est un peu ce que j'essaie de faire. Donc, concrètement, si je prends le bouquin et que je vais dans les habitudes de productivité, bah, tu vois là, ce que j'ai mis. Donc, j'en ai mis, je crois qu'il y en a 14. Bah, tu vois, la première habitude que je recommande quand on démarre vraiment la productivité, c'est de définir une vision inspirante. Okay. Si c'est ton cas, bah, la suite ce serait donc fixer des objectifs concrets. En 3, planifier son temps. En 4, s'organiser avec une liste de tâches. En 5, définir ses priorités avec une méthode. A, B, C, D, E. En gros, c'est pour les priorités. En 6, se fixer 3 objectifs quotidiens. En 7, découper un projet en sous-tâches motivantes. En 8, le deep work, notion importante. En 9, éviter le switch tasking. En fait, c'est le contraire du. Enfin, beaucoup de gens en fait se disent multitâche, etc. En fait, ce qu'on fait, c'est on fait déjà du multitâche en vérité. Concrètement, quand tu organises un anniversaire, tu es multitâche. Parce que tu dois, tu as une sorte de routine, tu vas organiser telle salle, tu vas appeler telle personne, tu vas envoyer des invitations, tu vas préparer un buffet, etc. Donc, ça, en fait, tu es multitâche quand tu organises un anniversaire ou un mariage ou peu importe. Tout ce qui va réclamer plusieurs tâches. En réalité, le vrai terme, ça c'est marrant, ça on en parle très peu, ça s'appelle le switch tasking, ou ce qu'on pourrait traduire par changement de tâche. Et d'ailleurs, j'ai un jeu, c'est quoi, c'est marrant parce que ce jeu-là, il faudrait qu'on le fasse parce que c'est. J'ai aimé donner l'exemple de cette. Pour en fait montrer la différence entre le multitâche et le switch tasking. Tu sais quoi, je te lis un extrait du texte si tu veux, ça fera un petit extrait. Donc pour illustrer, donc voilà. Il y a une différence fondamentale entre le multitâche et le changement de tâche, donc switch tasking. Le multitâche consiste à faire plusieurs tâches à la fois dans un but commun. Exemple, organiser un anniversaire, conduire une voiture pour atteindre une destination en toute sécurité, écrire un bouquin. Le switch tasking, c'est faire beaucoup de choses différentes sans le moindre rapport. Exemple, tu lis un article, enfin, vous lisez un article, puis vous décidez de consulter vos courriels, ou alors vous mangez et vous consultez Facebook. Maintenant, le jeu. Faisons un jeu pour illustrer le switch tasking. Comptez de 1 à 10 aussi vite que possible. Vas-y, Mathieu. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, t'as mis à peine 2 secondes. Maintenant, je vais te demander de réciter les 10 premières lettres de l'alphabet, donc de A à J, le plus vite possible. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ok, et maintenant, pareil, t'as pris moins de 2 secondes. Maintenant, je veux dire, ok, plus dur. Maintenant, prononce le premier chiffre, suivi de la première lettre. Donc, ça fait 1A, puis le chiffre suivant, donc 2B, et ainsi de suite jusqu'à 10J. Tu vois que c'est plus compliqué. Ah, 1A, okay. 2B, 3, vas-y. C, T'as vu 4, D, 5, E, 6, F, 7, Waouh, ouais, déjà, je me. F, G, après, ouais, si j'ai. Ouais, ok, je vais galérer. Ouais, t'as raison, c'est chaud. Voilà. Ouais, là, c'est du switch tasking. Ok. Voilà, exactement. Et en fait, c'est ça, en fait, la différence. C'est que, tu vois, là, c'était très compliqué parce que t'avais des tâches qui n'avaient aucun rapport. Et c'est ce qui fait, en fait, nous, au quotidien, on est pollué de changements de tâches qui, non seulement, en fait, a un coût cognitif, le fait qu'on doit changer de tâche pour le cerveau, c'est effectivement pénible. Et donc, c'est ça, en fait, qui est dingue. C'est beaucoup de gens sont pollués par ça. Et donc, en fait, ces allers-retours incessants, en fait, font que on peut commettre plus d'erreurs et qu'on peut être fatigué de plus en plus facilement par des tâches
totalement improductive. Voilà un peu un exemple, en fait, et dans les habitudes, enfin, il y a plein d'exemples comme ça où je raconte des histoires, enfin, il y a une partie pourquoi, qui explique un petit peu pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est pertinent. Très souvent, ça peut être une histoire, une anecdote, un chiffre, une étude qui explique Ouais. pourquoi l'habitude est pertinente. Et après, tu as une partie comment. J'ai vraiment voulu rendre ça extrêmement concret, où en fait, tu as un plan d'action ni plus ni moins pour permettre de tester en fait une stratégie, une astuce pour aller dans le bon sens. Merci Onur. Pour les auditeurs et les auditrices, là on a parlé, tout à l'heure tu nous as récité en fait les habitudes de productivité parce que moi j'avais un souci là-dessus. Est-ce que juste Mm. avant de terminer, tu pourrais nous réciter peut-être les 5 premières en santé, les 5 premières en dev perso, les 5 premières en Oh, relation juste pour les gens, mais ok, sans rentrer dans le ok, détail, hein, pour donner une petite idée, ça ou les marche. 3 premières, si tu d'accord. Ça marche. Alors en santé, donc c'est beaucoup l'accent mis sur le sommeil, l'alimentation, le sport et des pauses. Donc en gros, c'est dormir au moins 7 heures par jour, créer un son sur le sommeil, plongez-vous dans l'obscurité, buvez plus d'eau, substituer des aliments sains à la malbouffe, adopter un légume, manger de la nourriture fermentée, faire une séance de sport de 7 minutes, limiter l'activité, prendre des pauses régulières, méditer. Voilà, je t'ai donné les 10 habitudes de santé. Ah ouais, toutes, carrément. Merci. Voilà, on est généreux, c'est comme ça. Puis après, écoute, dev perso, là, j'en ai que 5 parce qu'il y en a beaucoup. C'est Ouais. se réveiller plus tôt, c'est de concevoir une routine matinale personnalisée, c'est de lire au moins 2 pages par jour, c'est de rester dans un apprentissage continu. Là, en fait, je parle concrètement en fait de comment en fait apprendre, on va dire un peu plus rapidement, apprendre un nouveau mot, apprendre une nouvelle langue, pardon, développer un esprit de croissance, qui est référence aux travaux de Carol Dweck que j'aime beaucoup, avec le growth mindset. Enfin voilà, enfin il y a tous des podcasts. Voilà, bref, il y a plein de choses. Le stoïcisme, l'antifragilité, provoquer la chance, trouver un mentor. Enfin voilà, c'est assez complet. Et enfin, sur les relations sociales, je te le retrouve tout de suite. Voilà, c'est très simple, il y en a seulement 7. Travaillez votre langage du corps, décoder les émotions cachées, travaillez votre conversation, pratiquez une écoute active, pratiquez la communication non violente, travaillez votre humour et enfin, élargissez votre réseau professionnel. Voilà. Merci beaucoup pour la générosité, parce que c'est beaucoup plus clair aussi, parce qu'on parle de thèmes très vastes, et Mm, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans les relations sociales, je trouve qu'il y en a beaucoup qui se rapprochent du dev perso. Parce qu'apprendre mm. à décoder ses Oui. émotions et cetera, il y a des ponts aussi entre les mondes, hein, bien sûr, on n'est pas sur des choses, Mm. différentes. Super, merci beaucoup Onur. On va passer aux dernières petites questions, qui sont plus classiques que je pose à chaque invité. La première, c'est s'il y a Mm. un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit, ça serait quoi? Une chose à retenir dans ce que j'ai dit, c'est que les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. Voilà. Magnifique, Albert ça Einstein. c'est Albert Einstein, magnifique. Mm. Est-ce que ça fait peut-être le lien avec Albert Einstein. Est-ce que tu peux nous partager un de tes maîtres à penser ou une personnalité qui t'inspire? Je dirais, tiens, ce qui me spontanément, c'est Naval Ravikant. Naval Ravikant, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, son livre, son livre, c'est Eric Jørgensen, c'est quelqu'un qui a en fait résumé, synthétisé un peu la pensée de Naval Ravikant, qui a en fait écrit une sorte d'almanach, parce qu'il estimait que c'est des pensées extrêmement pertinentes à partager. Et en fait, Naval Ravikant, c'est un entrepreneur, c'est un investisseur en capital risque, c'est un écrivain, c'est un penseur américain d'origine indienne. En fait, il est surtout connu en fait pour son travail dans la Silicon Valley en tant que fondateur de plusieurs startups, enfin investisseur aussi notamment de AngelList. Et en fait, il est connu principalement pour sa sagesse, sa réflexion, on va dire philosophique, le bien-être, la santé mentale. Et en fait, lorsqu'il est invité dans un podcast ou lorsqu'il tweet, en fait, il fait toujours sensation, quoi. Enfin, il est vraiment voilà, je trouve que c'est quelqu'un de très pertinent et son livre en fait qui est traduit en français très bientôt, là il sort en début avril je crois, L'Almanach de Naval Ravikant traduit en français, arrive très bientôt, j'ai hâte de le lire dans sa version voilà, française parce que il y a quand même plein de subtilités dont on passe quand on lit pas, enfin quand la langue maternelle en fait est entre la langue maternelle et une langue qu'on a apprise, donc entre le français et l'anglais, il y a des subtilités que j'aimerais saisir dans la version française. Voilà. Merci, je mettrai le lien de l'almanach qui est excellent dans les notes de l'épisode. Work est un podcast sur le futur du travail. À qui dans tes contacts tu voudrais faire une passe décisive pour venir partager ici? Toi, tu avais reçu une passe décisive de la part de Kevin Dufresne. Ah là là, sacré Kevin, il est gentil. Il y a plein de gens comme ça qui me viennent. J'en ai un, mais alors, il est pas connu du tout, donc je sais pas si tu vas réussir à l'avoir, mais si vraiment tu arrives à l'avoir, ce serait magnifique. Yann Soverini. En fait, c'est un de mes mentors déjà, un grand ami, quelqu'un d'une sagesse remarquable, éblouissante. Il a plus de 50 ans, c'est en fait un serial entrepreneur qui a été dans l'industrie. Et en fait, il a mené un travail personnel extrêmement intime et très fort sur le plan spirituel et dans plein de domaines. Il m'a initié un peu à cela, enfin même beaucoup en vérité. On passe des heures à échanger ensemble encore aujourd'hui.
Et honnêtement, si tu arrives à l'avoir, ce serait magnifique parce qu'il, enfin, tu verras, il est pertinent, il a une forme de sagesse, il est très précis dans le choix des mots, il a une belle vision pour l'humanité et pour en fait concrètement ce qu'il a appris durant ces dernières années. Et c'est un homme brillant, lumineux, radieux, et dont, enfin, décidément, je fais une très belle passe décisive, et donc en fait, qui ne laisse personne indifférent. Voilà, je dirais ça comme ça. Quand tu tombes sur une personne pareille, voilà, il peut y avoir un avant, un après, dans le sens où tu peux être marqué par les mots qu'il emploie et la vision qu'il a et ce qu'il a appris. Donc voilà, je dirais Yann Soderini. Sinon, des gens qui seraient peut-être plus susceptibles d'accepter une demande de podcast et qui sont un peu plus connus. Bah, je pense à Ruben Tayeb, qui est un ami. Je pense qu'il en avait parlé, Ruben, qui est un copywriter, enfin un copywriter, enfin, oui, on va dire copywriter, ghostwriter, qui maintenant en fait est en train de créer on va dire plus, il fait maintenant plus de l'influence maintenant sur LinkedIn. Et c'est quelqu'un de généreux, qui a du cœur, qui tient sa parole, et c'est un des amis qui a une des plus grandes intelligences relationnelles que je connaisse. Il arrive très très vite à te mettre à l'aise, il a de l'humour, il est sympa, il est charismatique, enfin, quelqu'un qui serait très intéressant à avoir. Voilà, Yann Soderini et Ruben Tayeb. Voilà ce que je vois comme ça. Merci pour ces deux très belles passes décisives. Yann Soviani, je vais essayer de découvrir parce que je ne connaissais pas du tout. Ruben Tayeb, j'ai eu le plaisir de le croiser plusieurs fois quand j'étais directeur marketing chez Iconoclast. Il venait pour des interventions et donc je confirme que c'est un mec super. Je ne le connais pas super bien finalement, mais les peu d'interactions que j'ai eues avec lui, c'était top. Mais on va finir sur toi. Du coup, Onur, quel est le meilleur moyen de te suivre, de te joindre, de t'envoyer un feedback pour ceux qui ont envie de poursuivre la discussion? Ah là là, pour cette discussion, bah, ça je pourrais pas tout de suite parce que je reçois trop de messages, donc ça va être compliqué. Mais en tout cas, on va dire le meilleur moyen de me suivre, c'est clairement LinkedIn. Vraiment, c'est la plateforme où je suis le plus actif. Alors là, actuellement, je suis pas actif parce que je suis en train de terminer une formation sur ChatGPT, la création de contenu, donc je suis pas du tout actif. Mais c'est vraiment LinkedIn où je suis le plus présent. Sinon, il y a évidemment mon site internet onurkarapinar.com, onurkarapinar.com, où là, faut s'abonner à ma newsletter, même si je suis en train de réfléchir à une autre newsletter. Et là, c'est un petit scoop que je te partage parce que je n'ai pas encore partagé. On en a pas reparlé. Ouais, voilà, ce sera une histoire sur l'IA, normalement, que je sortirai quand la formation sera prête, et qui va être un peu une newsletter sur la curation, qui va présenter un petit peu voilà, les actus sur le sujet important, des outils à tester, des prompts ChatGPT aussi expérimentés pour voilà, dans plein de cas d'usage. Et puis je vais aussi dévoiler un peu une vision sur l'IA, enfin avoir peut-être des conférences, des ateliers, enfin on verra des formations GPT et autres. Donc oui, je dirais LinkedIn principalement, et sachant que je n'accepte quasiment pas les invitations, sauf si c'est motivé de façon professionnelle. Mais après, il y a des personnes qui peuvent aussi être remarquables et qui m'intéressent beaucoup, que je peux accepter. Mais c'est ça que je suis quand même très 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 pointilleux dans le réseau LinkedIn, parce que c'est important en fait de ne pas se laisser submerger, surtout quand on est déjà sollicité et qu'on a beaucoup de messages, c'est pas évident. Donc ouais, je dirais LinkedIn. Très bien. Voilà. Mais je remets tous les liens. LinkedIn pour te suivre et en savoir plus sur ta formation ChatGPT. Ton livre, bien sûr, parce qu'il est best-seller, mais il est toujours en vente. Et onurkarapinar.com pour ta future, pour ta newsletter actuelle et surtout ta future sur l'IA. C'est bien noté. Je remets toutes ces références, Onur. Merci beaucoup pour le partage, pour la valeur. Merci d'avoir répondu aussi, parce que je sais que tu es très sollicité. C'était un plaisir d'échanger avec toi. C'est moi Mathieu, je te remercie beaucoup de la bienveillance. Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, garantie 0 spam, 100% gratuit, je glisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode, vous pouvez laisser un avis, je le transmettrai à l'invité du jour, je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail mathieu@inprogress.pro, inprogress tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.